Est-ce que tu fais attention à bien être diversifié en matière géographique? Personnellement, à ce sujet, je pense que je suis pas un très bon élève parce que la majorité de mes actifs, ils sont soit en France, en Europe ou aux États-Unis. J'ai également une bonne partie investie dans des actions au Canada. Mais à part ça, j'ai rien en Asie. Très peu, très peu, à part avec mes investissements dans le MSCI World. Et justement, en parlant du MSCI World, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a en termes de répartition géographique? Parce que on parle du monde entier, mais est-ce qu'il y a véritablement le monde entier qui est condensé dans cet indice? Eh bien, non. Mais par contre, j'ai pu voir que le deuxième plus grand pays à être le plus représenté dans l'indice, où ces entreprises sont le plus représentées, eh bien, c'était le Japon. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de Japon aujourd'hui, parce qu'on n'en a encore jamais parlé. On n'en parle pas assez d'ailleurs. Alors du coup, je me suis mis à la recherche d'ETF qui vont nous permettre, nous, investisseurs européens et français, de pouvoir investir au Japon. Alors déjà, la bourse au Japon, on appelle la bourse de Tokyo et c'est devenu la Japan Exchange Group, qui est le marché officiel du Japon. Au total, on y retrouve plus de 2410 sociétés qui y sont cotées. C'est d'ailleurs, tiens-toi bien, la deuxième plus grande place boursière au monde derrière le New York Stock Exchange. Alors on a différents indices boursiers dans cette gigantesque place bourse de Tokyo. On a le Nikkei qui est le principal indice de la bourse de Tokyo et qui est composé de 225 entreprises. Et ensuite, on a le Topix, qui est composé, lui, de l'ensemble des actions japonaises qui sont cotées à la première section du Tokyo Stock Exchange. Et pour être tout à fait transparent avec toi, la bourse au Japon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. On a connu une success story de 1945 à 1990, et là, tout a foutu le camp en 1990, une bulle qui explose, et puis, le cours de la bourse qui, lui, dévisse. D'ailleurs, le Nikkei a perdu 40% de sa valeur entre janvier et octobre 1990. Et d'ailleurs, les prix de l'immobilier, eux, ont chuté de 30% en 2 ans. Le Nikkei, donc depuis 30 ans, lui, il n'a jamais réatteint le niveau le plus haut qu'il avait atteint en 1990. D'où l'importance à chaque fois de regarder les indicateurs de valorisation et voir si là on n'est pas en train d'atteindre une surchauffe. Donc peut-être qu'on va pas mettre nos petits sous-sous là-dedans. On va attendre un petit peu qu'on retrouve un climat normal. Et bien là, la majorité des investisseurs qui ont investi dans les quelques années avant cette bulle, eh bien, je pense qu'ils n'ont toujours pas retrouvé leur petite bibille. C'est dommage. C'est dommage. Alors tu peux me demander pourquoi investir au Japon et pourquoi ne pas investir au Japon. Alors honnêtement, je suis loin d'être un spécialiste du Japon, mais ça reste tout de même un des pays les plus développés au monde et un des pays les plus riches au monde. D'ailleurs, son économie, eh bien, elle est extrêmement solide et elle fait partie du top 3 des économies les plus solides au monde. On a une bourse quand même qui est la deuxième plus grosse bourse mondiale, donc c'est pas rien, donc ça montre bien que l'économie et les entreprises japonaises sont quand même assez performantes. Et troisièmement, parce que en ce moment, au Japon, on a une faible inflation comparée à ce que nous, on peut connaître dans la zone euro ou aux États-Unis. C'est bien plus modéré, même si les Japonais commencent quand même à dire voilà, va peut-être falloir faire quelque chose parce que là, ça commence à sentir le cramer, mais comparé au niveau d'inflation que nous, on a dans la zone euro, c'est quand même largement inférieur. Alors bien sûr, ça reste une économie extrêmement développée, extrêmement en avance, mais par contre, on a quand même des points négatifs. On a une population qui est extrêmement vieillissante. Je pense que ça, t'en as entendu parler partout. Les Japonais ont du mal à faire des bébés et les vieux sont de plus en plus vieux. Donc, ça crée un petit déséquilibre dans la pyramide d'âge. On a également une monnaie qui a baissé très fortement. Le yen, il évolue à ses plus bas niveaux depuis près de 24 ans face au dollar. Et puis, on a un marché boursier qui est à la peine depuis plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs, comme je te le disais précédemment.
Comment on va pouvoir investir facilement dans des entreprises japonaises via les ETF? Il y a plusieurs choix possibles, je vais t'en parler de 3 et je vais te faire un focus sur un bien précisément. La première possibilité, c'est d'investir dans un ETF qui va venir répliquer l'indice MSCI Japan. Et cet indice MSCI, il mesure la performance des segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais. Il comprend dans cet indice 260 entreprises qui couvrent grosso modo 85% de la capitalisation boursière au Japon. Ensuite, tu vas pouvoir investir dans un ETF qui va traquer le Topix, le deuxième plus gros indice majeur au Japon, qui va regrouper la plupart du temps 100 entreprises, 30 entreprises core et 70 entreprises larges. Je te l'ai déjà dit, c'est un des 2 indices boursiers de référence au Japon. Et il est composé de l'ensemble des actions japonaises qui sont cotées à la première section du Tokyo Stock Exchange. Et la troisième possibilité, c'est d'investir dans un ETF qui va venir traquer le Nikkei, alors soit qui regroupe les 225 entreprises ou alors un Nikkei étendu qui va regrouper les 400 plus grandes entreprises. Alors quel ETF choisir en ce moment? J'ai décidé de te parler d'un ETF qui va venir répliquer l'indice MSCI Japon. Pourquoi pas les 2 autres? Parce que les 2 autres, ils sont en train d'avoir des performances qui sont largement inférieures. Et le MSCI Japon, eh bien, il est un petit peu étonnant parce que lui, en tout cas, depuis le début de l'année, il s'en sort plutôt très bien. Donc, je vais te faire un petit focus là-dessus. Alors pour ce faire, je vais te parler de l'iShare MSCI Japan USD Edge. C'est un ETF qui n'est pas éligible au PEA, mais par contre sur un compte titre ordinaire, tu peux le trouver via ton broker préféré. Cet ETF, il a été créé en septembre 2013. Il a plus de 317 millions d'euros sous gestion, donc c'est plutôt bon en termes de taille. On a un ETF qui va réinvestir les dividendes puisqu'il est de type accumulatif avec réplication physique. En termes de frais de gestion, on est quand même assez élevé, 0,64%. Ça fait un peu cher quand même. Si on regarde la composition à l'intérieur de l'indice, c'est le secteur de l'industrie qui est le plus représenté dans cet indice et dans cet ETF. On est à 20,65% pour le secteur industriel. Ensuite, on a les secteurs de la consommation de biens cycliques à hauteur de 17,8%. Et puis ensuite, tu le vois, on a les technologies de l'information, la finance, la santé, la communication. On a des liquidités d'ailleurs. Et puis ensuite, les biens de consommation, matériaux, immobiliers, secteur public et l'énergie avec quasiment que dalle, 0,85% du poids de l'ETF. En termes de principales positions d'entreprise ou d'actifs dans cet ETF, eh bien, on retrouve une devise, la devise japonaise, le yen, qui occupe la place la plus élevée en termes de pondération dans cet ETF. Ensuite, on a Toyota Motor, les bagnoles à hauteur de 5%, Sony Group en secteur de biens de la consommation cyclique, Mitsubishi, Tokyo Electron, SoftBank, Nintendo et Hitachi. Cet ETF et cet indice, eh bien, il faisait mieux que les marchés en ce moment boursiers aux États-Unis, en France, en Europe. C'est l'hécatombe. On est aux alentours de moins 17% depuis le début de l'année. Et bien là, on est plutôt pas mal puisque depuis le début de l'année, l'ETF engendre une performance positive de quasiment 3%. Depuis les 3 derniers mois, on a une performance de plus 1,18%. Alors, ok, c'est pas ouf, mais contrairement à ce que l'on peut voir sur les autres marchés, c'est quand même pas mal. Sur un an, on a une performance positive de plus de 11%. Et puis sur 3 ans, 43%. Et sur 5 ans, 48%. Bien évidemment, on est largement en deçà des performances du S&P 500, tu peux le voir, et du Nasdaq d'ailleurs. Mais quand même, en termes de diversification, ça peut être potentiellement intéressant. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui en termes d'ETF qui vont te permettre d'investir sur le marché japonais. Tu l'as vu, on a un peu de mal à avoir des ETF qui sont assez corrects en termes de taille, de fonds, en termes d'encours sous gestion. Quand même, je t'ai montré celui-ci, l'iShare, pour moi il est plutôt pas mal, même si les frais de gestion sont relativement élevés, très élevés d'ailleurs comparé à ce qu'on peut voir. D'habitude, on tourne autour de frais entre 0,15 et 0,40 dans la fourchette haute. Là, on est encore un petit peu plus haut. Bien évidemment, si on compare les performances de cet ETF vis-à-vis d'un ETF S&P 500 ou encore Nasdaq, eh bien, ces performances, elles sont largement en deçà
du S&P 500 et du Nasdaq. Mais dans le cadre d'une exposition géographique assez diversifiée, ça peut potentiellement faire sens d'avoir un petit pourcentage de cet ETF dans son portefeuille. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi tu investis au Japon ou alors est-ce que tu es plutôt dans l'ensemble des pays asiatiques ou de la Chine? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.